Bonjour les lutétiens, bonjour et bienvenue dans l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que tous les lutétiens pensent tout bas. Et oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, mais je vous ai promis plus de vidéos cette année, alors il y aura des vidéos. Alors évidemment, la vie fait que j'ai pas vraiment tout le temps de m'enregistrer, mais ça y est, c'est bon, là on a le pont, on est en long week-end, on peut s'amuser, on peut faire du Blood Bowl, on peut analyser notre sport préféré. Et là, dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux journées 2 et 3. Alors je sais ce que vous allez me dire. On est à la journée 5, Duda. Qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que t'as foutu? Je suis désolé, mais en fait, la journée 2, surtout la journée 3, a duré hyper longtemps, la journée 3. Puis tout à coup, la journée 4 est arrivée comme un cheveu dans la soupe ou sur le gâteau. Et ça s'est terminé très vite. Et là, on a commencé la journée 5 et moi, j'avais fait mes stats. Mais bon, voilà. Tout simplement, j'ai été pris de court, j'ai été pris de vitesse. À cela, on va pas se mentir, s'ajoute le fait que la nouvelle version de Blood Bowl, on est d'accord, tout le monde en parle, il n'y a que ça, des vidéos de partout, tout le monde cherche des news, des spoils, comme on dit, des spoils. Et en fait, tout le monde s'en fiche un petit peu, j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche Enfin, chez nous, les lutétiens, on s'en fiche un petit peu des résultats. Bah oui, parce qu'on on est dans une période pas vraiment charnière, Alors, c'est pas la première journée, et évidemment, on n'est pas dans les starting blocks, mais on est au tout début. On est au tout début où rien n'est encore joué, rien n'est encore décidé. Je parle bien des journées 2 et 3, voire même 4. C'est vraiment qu'à partir de la journée 5 qu'on verra vraiment les vrais potentiels et les différentes tendances qui vont se mettre en place, qui vont vraiment surgir et se confirmer, ou en tout cas qui vont confirmer le potentiel de certains coachs cette année. Donc c'est pas là où les saisons se font et se défont, c'est pas dans les journées 2, 3, voire 4 que les saisons se font et se défont, mais quand même, on va regarder ces deux journées 2 et 3 parce que on va voir, il y a certaines petites tendances qui se dégagent, qui commencent à apparaître. Je pense notamment ici aux elfes. Salut les gars. C'est pas faute d'avoir prévenu. Je dis ça, je dis rien. À part quelques chanceux chatards. Oui, Ashram, je te vois, je te vois. Il y a Ashram d'un côté, Zaiko de l'autre. On se dit, les gars, c'est presque des frères jumeaux. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Enfin bref, certains risques qui ont été pris par certains coachs, on voit qu'ils ne payent pas vraiment en réalité. Mais on va voir ça en détail très rapidement. Comme je disais, certains trucs, je les ai annoncés dès le départ. Donc parfois, il faut m'écouter. Parfois, il faut me croire sur parole. C'est pas que comme si je n'avais pas dit. Donc maintenant, viendez pas pleurer. Que Duda, t'aurais dû nous le dire avant. Parce que je vous ai prévenu. Préfère me préserver de toute tendance à être trop dogmatique dans ce que je veux dire, parce qu'encore une fois, voilà, on est au début du championnat, rien n'est fait. On va voir les détails, les petits détails. Beaucoup de matchs se sont joués sur des détails. Et puis on va voir les tendances, tout simplement. Parce que oui, malgré tout, il y a quelques enseignements à en tirer, notamment par rapport aux saisons précédentes. On voit ça tout de suite. Alors, ce que je note avant tout, c'est que c'est une saison qui, à mon sens, est quelque peu étrange. Parce que, je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a une très forte disparité dans la composition des rosters entre cette saison et la saison précédente. Ne serait-ce que, on l'a déjà dit, sur les minus, on avait 6 équipes minus l'année dernière, on n'en a que 3 cette année, on a perdu la moitié des minus. Et malgré cela, on peut quand même faire des comparaisons qui sont plutôt intéressantes parce que, en réalité, vous allez le voir tout de suite, il n'y a pas vraiment tant de disparité que ça entre la saison précédente et cette saison. Pour prendre un exemple concret qui est frappant, alors pas aussi frappant qu'un coup de poing dehors que noir dans la tronche, mais quand même qui est parlant, c'est les sorties. On aurait pu croire que l'année dernière, avec 2 fois plus de minus que cette saison, eh bien la disparité entre le nombre de sorties moyens par équipe serait immense entre les deux saisons. Et pas vraiment en réalité. Par exemple, si je prends la journée 3, on a fait 1,83 sorties en moyenne au déblocage l'année dernière.
C'est 1,83 l'année dernière sur la J3. Nous sommes à 1,75 cette année. C'est pas non plus un écart stratosphérique. Un chiffre concret, clair, c'est nous sommes 2 de plus cette année en nombre de coachs par rapport à l'année dernière. Et on a fait 102 sorties au total sur la J3 contre 103 l'année dernière. Il y avait un écart de une sortie au total sur la journée. C'est minime. On est d'accord, c'est minime, sachant qu'on a 2 coachs de plus. C'est vraiment minime comme écart. Sur les touchdowns, donc l'autre stat vraiment la plus parlante au niveau blood ballistique, sur les touchdowns, cette année on a marqué en J2 et J3 respectivement 64 et 67 touchdowns contre 67 et 65 l'année dernière. On a un écart de 1 touchdown. Alors, encore une fois, on est 2 fois de plus, deux coachs de plus, mais l'écart est vraiment, vraiment minime. On va même dire que c'est imperceptible en réalité en termes de statistiques. Je vous avais dit en début de saison que cette saison-là, le championnat de cette année, il fallait peut-être le comparer au championnat d'il y a 2 ans. Parce que il y a 2 ans, il y avait le même nombre de minus, quasiment le même nombre de minus. On était à beaucoup moins, on était à 2 minus de mémoire il y a 2 ans et on est à 3 cette saison. Donc je me suis dit, le comparatif pourrait être intéressant. Il n'y avait pas que les minus en réalité, il y avait la même proportion entre roster lourd et roster léger. Il y avait aussi une présence plus accrue d'elfes. Alors pas autant que cette année, mais plus accru d'elfes que la saison dernière, il y a 2 ans donc. Donc je me suis dit, bêtement peut-être, la comparaison est là. C'est-à-dire qu'on avait une représentativité en termes de roster comparable à cette saison. Et bien, pas vraiment. En réalité, on peut pas, enfin, on peut comparer, mais la comparaison s'arrêtera très vite. Alors ça se voit pas tant que ça sur les touchdowns. Sur les touchdowns, alors je rappelle qu'il y a 2 saisons, nous étions 2 de plus qu'aujourd'hui. Nous étions 60. Eh bien, sur les touchdowns, la stat elle est assez semblable. On avait fait 71 et 66 touchdowns en totalité sur les journées 2 et 3, alors que là, on a fait 67 et 65. Donc, les moyennes sont quasiment pareil. Encore une fois, il y avait 2 coachs de plus. On a mis 4 touchdowns de plus au total sur la journée 2 et un seulement touchdown de plus sur la journée 3. Vous voyez, les écarts sont vraiment, vraiment pareils. Par contre, c'est en termes de sortie que c'est pas du tout la même chose, mais vraiment pas. Nous avons fait cette année 102 sorties au dead blocage, exactement 102 sorties exactement, c'est le même chiffre en journée 2 et en journée 3. Aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on a fait. Il y a 2 ans, on était à 73 sorties seulement au total sur la journée 2 et 95 en journée 3. Là, pour le coup, l'écart est très grand, très grand. Encore une fois, on était 2 coachs de plus. Hein. Alors, c'est quoi la différence ? Vous l'avez tout de suite compris, vous l'avez tout de suite saisi. C'est quand même le nombre d'équipes elfes, le nombre d'équipes avec des armures fragiles. Alors, il y avait pas mal d'elfes quand même il y a 2 ans, mais cette année, c'est l'extravagance, l'exubérance elfe. Et bien oui, ça se paye. Il y a 2 ans, on avait 9 elfes et 2 minus. Cette année, on a 3 minus donc. C'est kiff, mais on a 15 équipes elfes. C'est incroyable le nombre d'elfes. Et ben c'est ça qui va faire la différence en fait en termes de stats. Et du coup le comparatif avec la saison d'il y a 2 ans est pas très prégnant. Donc qu'est-ce qu'il me reste moi pour faire mes stats, pour comparer ? Autant de prendre les stats les plus récentes, c'est-à-dire celles de l'année dernière en fait, parce que je vais pas vous faire l'historique à chaque fois avec un comparatif sur les 5 saisons depuis que je suis les stats match par match à la Lutèce. Sauf si vous me le demandez. Allez, demandez-le-moi. Non, je plaisante. Faites pas ça. Donc, je vais garder un comparatif avec l'année dernière, même si, encore une fois, en termes d'équipe Minus et en termes d'équipe Elf, ce n'est pas du tout la même chose. Tant pis, hein. Je compare avec ce que j'ai sous la main et qui est le plus simple pour moi et qui est peut-être le plus parlant, parce que du coup, on va pouvoir voir entre une saison avec
beaucoup de légers, mais pas beaucoup de minus, et une autre saison avec moins de légers, mais beaucoup de minus. Est-ce qu'il y a des gros écarts? Ça peut être aussi très instructif sur le fait de savoir si une saison avec beaucoup de minus, mais peu de légers, donne plus de résultats, plus de chances aux équipes lourdes de parfait que l'inverse, tout simplement. Et une des stats les plus parlantes pour le coup, qui va vraiment montrer l'écart ou la différence, le changement en termes de style de jeu en championnat, c'est évidemment les passes, naturellement, puisque avec toutes ces équipes elfes, ça joue quand même la passe. Hein, et vous voyez que entre l'Union Elfique et les elfes, les hauts elfes, ça se tire la bourre. Et là, vraiment par rapport à l'année dernière, ça n'a juste mais rien à voir, mais rien à voir. On a quand même une tendance plutôt magnifique cette saison avec 0,67 passes par équipe et par match, puis 0,81 en J3, 0,81, c'est presque une passe par match en journée 3. C'est juste une stat de dingue. L'année dernière, par exemple, c'était le drame sur cette statistique-là. On était à 0,37 en journée 2 et 0,53 en moyenne en journée 3. C'est-à-dire, en journée 2, on était quasiment à une passe tous les 3 matchs. Là, en journée 3, là, pour le coup, on est presque à une passe par match. C'est presque un écart de 1 à 3. Dingue, dingue. On avait fait 21, puis 30 malheureuses passes en journée 2, puis en journée 3. Là où on est à 39 et 47 cette saison. C'est tout. 47 en journée 3 contre 21 en journée 2 l'année dernière. C'était 2 fois plus. C'est 2 fois plus. On fait 2 fois plus de passes que l'année dernière au total. Bon, on le sait, hein, l'année dernière, c'était pas une saison avec du beau jeu. C'était une saison poussive, c'était une saison bagarreuse. C'était pas comme on dit au football, tiki-taka, du gegenpressing, etc. Non, c'était laborieux. C'était la Ligue 1. La Ligue 1. Cette année, on est plus Brésil, on est plus, la Copa Libertadores, etc. Mais je me dis, du coup, quand même, je vais quand même regarder par rapport à il y a 2 ans où il y avait quand même beaucoup plus d'elfes que l'année dernière. Ah, je ne devais pas faire un comparatif par rapport à il y a 2 ans, mais sur la passe, je vais le faire quand même. Parce que au moins une stat que je peux comparer quand il y a des saisons avec beaucoup d'elfes. On était à 0,53 puis 0,46 passes en moyenne par équipe et par match sur les journées 2 et 3. Là où on fait cette année 0,67 et 0,81. Donc vous voyez, l'écart est quand même immense. Il y a 2 ans, donc, il y avait beaucoup d'elfes, mais c'était pas fameux. Mais ça s'explique. Il y a une raison essentielle et principale pour laquelle c'était comme ça. C'est que dans les elfes, là, il y a 2 ans, il y avait beaucoup d'elfes, mais il y avait surtout beaucoup d'elfes noirs. Et on le sait très bien, les elfes noirs, ça joue pas la passe. Donc voilà, c'est encore une fois pour vous montrer que les stats, c'est pas tout. Il faut quand même analyser vraiment finement en détail parce que elfe noir, ça reste moins des légers ça reste des agiles surtout que des elfes pro par exemple, voire des elfes. Il n'en demeure pas moins que c'est pas du tout le même style de jeu. Bon, ça joue sur l'agilité, mais ça joue surtout pas sur la passe. Hein. Faut pas faire ça si vous êtes elfe noir. Donc, comparaison n'est pas raison. Hein. C'est nul. Alors, bon, vous allez me dire, Duda, c'est un fou. Mais en plus, les passes, on s'en fiche un petit peu. Mais quand même, je me dis, c'est pas possible. Il y a quand même eu une saison où il y avait beaucoup de elfes. Et oui, j'ai retrouvé. C'est-à-dire la saison 2022-2023, il y avait 5 équipes au elfes. Je me dis, voilà, allez, je peux faire la comparaison. Eh ben, oui et non. Parce qu'on était à 0,60 passes 0,60 passes par équipe et par match en J2 en moyenne et 0,55 seulement en J3, alors que là, on est à 0,81. 0,3 points en moyenne par équipe et par match. L'écart est immense. Donc, en vrai, si on se rend compte, cette saison-là, c'est la saison qui est en cours, en termes de jeu aérien, on explose les compteurs, on explose les stats. Je pense que ça va être la saison, s'il y a un enseignement déjà qu'on peut en tirer de ce début de saison, c'est que la saison 2025-2026, ça va être la saison de la passe. Attention, les petits malins, je vous vois venir. La passe ballon, hein, pas la passe au bois de Boulogne. Hein. C'est par là-bas. Allez-y, mais on parle pas de la même chose. Alors,
Il y a une stat qui est dingue aussi, c'est que l'année dernière, même avec le très faible nombre de passes, mais vraiment rachitique, hein, on était déjà en J3 à une interception et 4 déviations en fin de troisième journée. Là, pour l'instant, on est à une seule déviation. Alors on va dire que c'est la faute aux elfes, ils font trop de belles passes, on ne peut pas interceptionner. Pas que, hein. C'est pas ça la faute, hein. C'est pas ça l'explication. L'explication, elle est simple, c'est ce match dantesque entre Fracasse d'un côté et la Blatte de l'autre côté. Slan contre Nain du Chaos. Trois déviations, dont une par les Nains du Chaos. 3 déviations au total sur le match. Les mecs, ils jouent Nain du Chaos, ils font des passes. Bah oui, parce pour qu'il y ait des déviations, faut qu'il y ait des tentatives de passe. Face à Deslan en plus. Hein. Le mec, il l'a cherché la blatte, hein, il l'a cherché. Après, on va me dire, c'est son style de jeu. Hein. Golem lutte, tout ça, golem poursuite, c'est la blatte, hein, cherche pas. Hein. C'est vraiment. Là, on a eu un match avec deux avant-gardistes du Blood Bowl. Deux mecs qui. Voilà, ils ont leur vision du jeu. Et il faut pas venir les chatouiller sur le pourquoi du comment. Non, moi j'ai des slans en face. Je joue nain du chaos, je fais des passes. C'est tout, les gars, c'est tout. Voilà. Alors, autre point d'importance, ce sont les agressions. Cette saison, elles explosent. Alors, c'est surtout les rats et les poumons des adversaires qui explosent au sol. Hein. Mais en vrai, en termes de statistiques, alors pour la plus grande joie des supporters, des fans, et évidemment des coachs, c'est vraiment là, on est dans un autre monde. Là, on a mis une vitesse en plus dans l'accélérateur. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. J'aime pas les bagnoles de toute façon, mais voilà, on a embrayé, on a mis une vitesse de plus. Alors on a commencé timidement avec 10 agros, puis ça a baissé en deuxième journée à 8, mais en troisième journée, on a fait 14 agressions au total. 14 agressions, c'est juste dingue, c'est magnifique, le score est juste hallucinant. Parce que l'année dernière, on était à peu près sur les mêmes moyennes. On était à respectivement 15 et 7 agressions, donc le même nombre total d'agressions sur la J2 et J3, mais on est 2 équipes de moins par rapport à l'année dernière et beaucoup moins de minus, et donc plus de minus l'année dernière. Donc on aurait pu se dire beaucoup de minus, donc beaucoup d'agressions, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, parce que les minus ça agresse, mais ça se fait aussi agresser. Et pour autant, on est sur la même moyenne globale sur la J2 et J3 en termes total d'agression, c'est-à-dire sur les 2 journées, on a fait 22 agressions, hein, 15 et 7 l'année dernière, là où on est à 8 et 14 cette saison, alors que, encore une fois, il y a moins de minus et il y a moins de coachs. C'est certainement la présence de nombreux elfes qui nous poussent à agresser. On est d'accord? Une petite oreille pointue au sol, crac! Tout de suite, il y a la petite fibre lutétienne, la petite ampoule qui s'allume, qui nous pousse à se dire je prends ce petit risque, hein, le double, c'est pas grave, mais si l'elfe en collant, là, je peux lui broyer le tibia. Ça chatouille, hein, ça titille, là, ça. On a envie de les lancer les dés. Et bah ouais, bah ça se voit, hein, bande de petits vislards, ça se voit. Hein. Bravo en tout cas. 14 agressions totales sur la troisième journée. Moi qui croyais que j'allais être bien sur le prix du crampon d'or, finalement j'ai de la concurrence cette année. Bravo. Bon, quand même pour moi ce prix, mais bravo les gars, vous vous battez bien. Bravo. Je suis fier de vous. Au niveau de la violence, c'est très bien. C'est parfait. Pas mal de sorties, beaucoup d'agressions. C'est vraiment très très bien. Mais qu'est-ce que ça donne en termes d'X-Point, de points d'expérience? C'est pas catastrophique. C'est pas non plus la panacée, mais c'est pas catastrophique. On a fait une moyenne de 11,51 points d'expérience par équipe en moyenne lors de la J2 et 11,79 lors de la J3. En vrai, c'est un très bon résultat si on compare à l'année dernière, sachant que cette statistique-là, on sait très bien qu'elle montre que ça va crescendo. Ouah, je suis fort en latin, crescendo. Je sais pas si c'est du latin d'ailleurs, on s'en fiche. Mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même, c'est vraiment sympathique.
Alors, j'avais peur en regardant quelques résultats de la journée 2 et journée 3. On a eu pas mal de 0-0. On a eu ici Riffraff contre Jadawin. Alors, Necro contre Necro, vous allez me dire, c'était normal que ça finisse sur un 0, quasiment normal. Ouais, mais il n'y a pas que ça, hein. On a eu un SSB contre Wabnur ici, 0-0 aussi. On s'est dit Elf contre Mort-Vivant. Et soit il y avait de la casse, soit les elfes allaient réussir à l'emporter. Bah, que nenni. Que nenni. Et puis surtout ce match-là où les en haut du classement, où les mecs se sont neutralisés, le PEC contre Ashram, je pense que ça a joué les flippettes des deux côtés. Et ça n'a pas osé tenter un peu de beau jeu pour essayer de l'emporter. Et ça s'est totalement neutralisé sur la totalité du match. Ça a fini en autre boudin, 0-0 nul. Je suis sûr qu'ils ont cagé comme des porcs et sans oser bouger. Ils se sont dit, à un moment, chacun s'est dit, vaut mieux assurer un 0-0 plutôt que de tenter des actions. Nul, nul. Allez, on les siffle tous. C'est nul ça. Elf contre Homme Lézard, ça finit sur un 0-0. C'est pathétique. Pathétique. Bref. J'avais peur. J'avais quand même peur en termes de XP. Finalement, c'est pas si mal que ça. Puisque au final, alors sur ces matchs-là, tous ces 0-0, hein, au final, je me suis dit vraiment ça va baisser la stat XP, mais non, parce que au final, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait quand même pas mal de touchdowns de marqués sur les autres matchs. Bah oui, parfois les elfes, il y a quand même quelques Skaven aussi qui se sont lâchés. Et finalement, ça a compensé. Ça a compensé ces nombreux 0-0 catastrophiques. Ça a été compensé heureusement par les autres matchs. Du coup, on fait quand même un poil mieux que la saison dernière, hein, de justesse, hein, à peine, mais un poil mieux. On avait fait 11,48 XP en moyenne en J2 et 11,80 en J3, donc vous voyez, c'est kiff-kiff, on est quasiment sur la même tendance, alors que, encore une fois, ce qui est pas mal, hein, vraiment, parce que moins de minus, ça veut dire notamment, encore une fois, moins de sorties, mais non, en vrai, non, pas tellement moins, bien au contraire. Donc voilà, c'est 0-0, nombreux, sans compenser, que ce soit par des touchdowns sur les autres matchs, ou que ce soit par pas mal de sorties réalisées par nos chers lutétiens, surtout sur les elfes. Hein. Soyons honnêtes, surtout sur les elfes. Alors du coup, regardons un petit peu les rosters. Quels sont les rosters qui perfent, et au contraire, quels sont ceux qui déchantent totalement, qui sont lamentables. Alors, bon, voilà, j'ai rien à dire. Le PEG le swingling quasiment tous les jours. Les hommes lézards, c'est incroyable. Les mecs se sont réveillés, les hommes lézards. Ils cartonnent tout, ils défoncent tout. C'est presque du carton plein. C'est presque du full win pour les hommes lézards. C'est juste hyper étrange. Parce que l'année dernière, les hommes lézards, c'était au début de saison l'un des pires rosters. En plus, c'était presque le roster qui avait la pire stat de l'histoire des rosters l'année dernière à la Lutèce. Bon, cette année, on va voir, il y a un roster qui fait encore plus mauvais et encore plus mauvais que les hommes lézards. J'allais dire encore plus pire, mais non, il est encore plus mauvais que les hommes lézards cette année, on va en parler. Mais là, les hommes lézards, ils ont vraiment inversé la vapeur par rapport à l'année dernière. Début de saison extraordinaire, hein, vraiment. On est sur la lancée du début de saison des uni-représentés polyvalents de l'année dernière qui avaient fait le meilleur résultat historique en termes de roster. C'était, rappelez-vous, Scripting Kiss et Pedro et Larraine qui avaient fait une moyenne au total sur le premier tiers de la saison de 2,6 points par match. En fait, ils avaient fait tout gagner et fait un seul match nul avec deux équipes. Ils avaient fait donc 9 victoires et un nul en 10 matchs. Les hommes lézards sont sur la même lancée, vraiment sur la même lancée. Est-ce qu'ils vont tenir à suivre le rythme? On verra ça. De toute façon, ils ne pourront pas faire mieux déjà, hein, parce qu'il y a déjà eu un match nul chez les hommes lézards. Mais ils sont quand même sur 6 matchs à 5 victoires et un nul. Donc il leur reste 4 matchs pleins à gagner pour être à 9 victoires et un nul. Et donc
égaliser le record historique de l'année dernière fait par un roster en termes de win rate, de points, de moyenne de points sur le premier tiers de la saison. Alors, vraiment, les Hommes Lézards, c'est extraordinaire. Alors, il y a un point commun sur les Hommes Lézards de l'année dernière et de cette saison, c'est Nico. Nico, alors que l'année dernière, il était mais catastrophique, mais vraiment en dessous de tout, cette année, il performe. Tu te dis, mais le mec, soit il s'est réveillé, il a compris comment jouer, ou alors, non, je sais. Nico, cette saison, il joue pas tout seul, il joue avec un pote. C'est ça le problème, ou la différence. Nico, il se contente juste de lancer les dés, en fait. Je plaisante. Mais bon, vraiment pour Nico, c'est le grand écart. C'est le jour et la nuit en termes de résultats. Alors, autre roster qui défonce tout, les Minus. Honnêtement, les Minus, quelle saison de folie. Pareil, ils sont. Alors, à part la Blatte, mais bon, la Blatte qui a pris Gob, on le savait que ça allait être compliqué pour lui, même si, il a quand même battu Martoni et Luix en première journée. Rien que là-dessus, sa saison, elle est déjà faite. Depuis, il tire un peu la gueule. Mais les deux autres Minus, que ce soit Imperator Day ou PA et Buckler, c'est quasiment du carton plein. Ils dégomment tout. Ils ont presque que des victoires. Que des victoires. Il y a un ou deux matchs nuls qui traînent par là, mais presque que des victoires. C'est juste dingue ces stats-là des Minus. Alors on le sait, les Minus en début de saison, ils cartonnent toujours. C'est après que ça se calme. Quoique, on sait bien que ce soit les Snotlings ou les Ogres, ça peut aller loin, ça peut aller en playoff. N'oublions pas que c'est quand même des rosters qui jouent principalement sur les stars. Alors on le sait, avec la nouvelle saison de Blood Bowl qui arrive, ça va certainement changer. Il y a des règles qui font que il ne pourra pas y avoir au départ, à la création du roster, il ne pourra pas y avoir de roster qui joue uniquement et essentiellement sur les stars. C'est la même chose pour Courchevel. Courchevel, je pense que ton équipe full star, ce sera moins possible avec les nouvelles règles. En début de saison, parce que les petits malins, style Poire Abricot, il a déjà vu si je fais une équipe de Snotling avec plein de positionnels et que je me les fais buter dès la J1, c'est bon, en J2, je peux prendre les stars. C'est bon, il n'y a pas de souci. c'est vrai. C'est totalement vrai. Mais bon, est-ce que c'est une stratégie payante? Je ne sais pas. On verra ça l'année prochaine. Cette saison, on reste sur des équipes, que ce soit Ogre ou que ce soit Snotling. C'est Griff, c'est Morgue, que voulez-vous? C'est Hackflem, et c'est ça. Et donc, les autres coachs, faut qu'ils jouent contre ça et qu'ils essayent de se débrouiller pour contrer ça. C'est pas facile, c'est pourquoi les Minus, là, en début de saison, perf. Encore une fois, à part la blatte, mais bon, Gob, c'est tellement un roster à part quand même que c'est pas facile pour lui, on est d'accord. Et puis enfin, évidemment, les vampires. En tout cas, jusqu'à la J3, les vampires. La J1, c'était mi-figue, mi-raisin, on va dire. C'était une victoire, une défaite. Mais là, ça y est, c'est parti. 10 points sur 12 possibles sur les 2 dernières journées. C'est bon. Ils sont sur la lancée de l'année dernière. Hein, je rappelle, finaliste du championnat, vainqueur de la Chocolate. Bon, c'est bon. Ils vont être difficilement arrêtables, même si on a vu que je crois qu'en J4, ça s'est un petit peu moins bien passé. Mais bon, des accidents de parcours, ça arrive. Là, honnêtement, J2, J3, c'est 10 sur 12 points. Les vampires, pour moi, sur la saison, ça va aller loin. Sur la totalité de la saison, ça va aller loin. Heureusement, à partir de l'année prochaine, alors l'année prochaine en Ligue, hein, donc la saison 2026-2027, ça, il y a la soif de sang qui est un peu nerfée. Et c'est tout, je crois. En vrai, ça va pas changer grand-chose. Hein. Même la nouvelle saison du Blood Bowl, ça va pas changer grand-chose. À mon sens, ça va toujours aussi bien parfait les vampires. Ça reste un roster dégueulasse. Je déteste ça. Je le joue en J5 et J6. Je déteste ça. Bon, et du côté des perdants alors? Et du côté des perdants, du côté des équipes qui pleurent. Hein, Yaouch? Alors non, Yaouch, c'est peut-être le seul qui s'en sort. Parce qu'effectivement, l'un des pires rosters, sinon le pire, c'est évidemment le chaos. Mais le chaos, c'est chaotique.
Ça porte bien son nom. C'est catastrophique. Alors oui, j'avoue, Yaouch perf. Yaouch, il a 7 points, bravo, il sort la tête de l'eau ou de la mélasse, comme vous voulez, il est comme ça, là, tac. Mais les autres, c'est vraiment, ils sont tout au fond, c'est vraiment catastrophique. Au global, le chaos, c'est nul. C'est 6 points sur 27 possibles. 6 sur 27. C'est une victoire, 3 nuls et 9 défaites. J'ai regardé. C'est, jusqu'à la J3, le pire démarrage pour un roster de l'histoire depuis que je fais les stats. C'est le pire cette saison. C'est le chaos. Bravo les gars. Top. C'est, encore une fois, 6 points sur 27 possibles. C'est catastrophique. Cataclysmique. Même les elfes pro, il y a quelques saisons, quand ils avaient fait un démarrage de caca, ils avaient fait quand même mieux que ça. Même les unis représentés agiles, il y a 2 ans, où avec Pixman et je ne sais plus qui était un peu dans la panade, ils avaient fait mieux que ça. Ils avaient une meilleure moyenne que ça. 6 sur 27, c'est horrible. C'est horrible en termes de moyenne de points. Et surtout, ça fait 9 matchs, une victoire. Une victoire en 9 matchs pour le KO. On est vraiment en dessous de tout. Alors, en vrai, quand on regarde d'autres rosters, c'est pas glop non plus. Les humains, c'est presque aussi catastrophique que le chaos. Il y a en vrai un écart de 1 point seulement. C'est 7 points sur 27 pris pour les humains. C'est notre roster qui déçoit. Ils sont quasiment au même niveau que le chaos. C'est une victoire en 4 matchs et 4 matchs nuls. Donc ça fait 7 points sur 27. C'est aussi mauvais en vrai. Presque aussi mauvais que le chaos. C'est pathétique, surtout que les humains, quand même, ça reste un roster en début de saison beaucoup plus solide que le KO parce que on a un receveur, on a surtout les 4 blitzers. Ah, ça va changer, hein, les humains, ils vont prendre cher à partir de l'année prochaine. Mais là, on se dit, ça reste un roster solide. Normalement, ça doit perfer plus ou moins. Bah non, chaque année, c'est pareil. Les humains déçoivent parce que les humains sont pris souvent par des nouveaux coachs à la vitesse ou des coachs revenants qui ont du mal à se remettre dans le moule de la ligue. Et voilà, ils s'en prennent plein la tranche et ça fait mal. Et ouais, c'est dur pour eux. Chaque année, je le dis, prenez pas les humains et on m'écoute pas. Putain, on m'écoute pas, quoi. C'est pas possible. Écoutez-moi, prenez pas les humains. C'est dingue. Ou alors, c'est que les vétérans se disent tiens, les Aiko, les Azroag, les Marteni, tout ça, les Ashram, etc. Allez, faites-vous une compète humain, on verra qui est le meilleur humain. Mais les petits jeunes qui arrivent, prenez pas les humains. Pas possible ça. Dingue. Fou. Et enfin, le dernier roster catastrophique, Léo Elf. Léo Elf, mais pareil, ne me dites pas qu'on l'a pas dit. Les O-Elf, mais les gars, si. Alors, la première journée, ça allait encore. La deuxième journée, c'est le drame total. Un match nul, en 0-0 en plus, et 4 défaites. Un nul, 4 défaites en 5 matchs. Et troisième journée, un peu mieux. 2 victoires. C'est bien, 2 victoires et 3 défaites. Bon, c'est pas non plus la cata totale, mais quand même, on n'est pas loin de l'accident industriel, sachant que la première journée, c'était pas globe non plus. C'était aussi négatif parce qu'il y avait aussi eu 2 victoires et 3 défaites de mémoire. Non, c'était 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Bon, c'est pas la cata, mais c'est pas bon. En tout cas, c'est négatif en termes de ratio victoire-défaite. C'est vraiment négatif. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'en termes de passes, ils se font dépasser par l'Union Elfique désormais. 18 passes au total pour les Elfs sur les journées 2 et 3, là où l'Union Elfique est à 29. 18 à 29, alors même que l'Union Elfique, ils sont une équipe en moins. Les Elfs, franchement, c'est pas la honte ça. C'est la honte. L'Union Elfique qui vous dégomme, qui vous mange, mais vraiment, ils vous mangent en termes de passes, en termes de beaux jeux, de jeux aériens. Mais normalement, la passe, c'est pour les Elfs. En tout cas, c'est les meilleurs passeurs dans l'histoire de la Lutèce. Ça a toujours été les Elfs. Bah là, vous êtes en train de vous faire bouffer, mais vraiment littéralement bouffer par vos cousins Elfes Pro. Donc vraiment, même... Donc,
ratio victoire-défaite vraiment à votre désavantage. Alors, c'est pas aussi catastrophique que le chaos humain, mais quand même, c'est mauvais, c'est mauvais. Et, euh, et surtout, en termes de passes, mais vous faites manger par les elfes pro. C'est le drame total et j'espère que vous allez vous rattraper parce que là, tel que c'est parti, les elfes pro vont vous dégommer, mais vraiment vous massacrer sur les passes, sur le jeu aérien. Vous êtes KO. KO debout dès le round 1 par l'Union Elfique. Bon, voilà. En termes de stats, on va s'arrêter là. Ça fait déjà pas mal. Regardons quand même quelques matchs, parce qu'il y a eu quand même pas mal de matchs vraiment, vraiment, vraiment intéressants. J'aimerais faire un focus sur quelques rencontres qui ont titillé ma fibre Blood Bowlesque. Alors, le premier match dont je voulais parler, c'est celui-là. Derby Orc, Baba Yara contre Akhtar. Il n'y a pas eu match. 3-0, mais qu'est-ce qu'il lui a mis Akhtar dans la tronche à Baba? Aïe, 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 aïe. Le Baba, il a fini en Rome, hein, c'est clair. Purée, 3-0, mais surtout, regardez-moi ça, en termes de sorties. 2, 3, 4, 5, 6 sorties, plus une faute. 7 sorties au total sur la tranche du pauvre Baba Yara. Là où il en a fait aucune, lui. Rien. 7 sorties à rien. 3 touchdowns à 0. Il lui a dégommé l'équipe. Alors, heureusement, il y a eu juste un 3/4 orc décédé chez les orcs de Baba. Sinon, il aurait pu avoir plus d'équipe, plus de saison terminée. C'était la J2, je crois. Dès la J2, c'était saison terminée. Horrible. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce qui lui a fait mal, Akhtar? C'est pour ça que je vous disais dans la vidéo précédente, Akhtar, des fourras et tout. En voilà un exemple parfait. Il est bien parti pour être l'équipe la plus expérimentée sur le premier tiers de la saison, le père Akhtar. Et même s'il a eu un accident de parcours, mais là, sur ce match-là, il a montré toute sa classe. 3-0, il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu bagarre. C'était bourre-pif dans la tronche des orques de Baba dès le round 1 et il n'a pas vu le jour. Le match, le massacre. 7 sorties au total. Dur. Alors, autre match sympa, Martoni et Luix contre Lust for Blood. Alors, Lust for Blood, il paye cher ce match-là. Il s'en sort pas si mal avec ses elfes noirs. Mais pourquoi je voulais vous montrer ce match-là? C'était la deuxième journée aussi de la Ligue. Non seulement Martoni et Luix gagnent, mais surtout ça. 2 blitzers elfes noirs morts dans le même match. Qu'est-ce qu'il lui a mis dans la tronche? Il lui a fait juste 3 sorties, une agression. Sur les 4 sorties au total, 2 morts. 2 morts chez les elfes noirs, et pas n'importe lequel, 2 blitzers. On va en parler dans le meilleur chasseur, mais 200 points direct dans le prix du meilleur chasseur pour Marteau et Luix. Ouh, ça fait mal les morts vivants. C'est presque un match qui peut vous gâcher la saison. Hein. On se rappelle l'année dernière, le Liquid et Squeeze qui avait perdu les 2 guerrières Jaguars dès la J1 contre Chouf. Heureusement, ils se sont rattrapés, ça leur a permis de jouer avec les stars. Du coup, ils se sont dit, on rachète rien, on joue avec les stars. Et ils sont allés jusqu'au playoff comme ça. Donc, pas mal, vraiment, vraiment bien. Ils se sont bien démerdés. Est-ce que Lust, il va y arriver? C'est une autre paire de manches, surtout que Lust, il n'a pas les mêmes stars que les Amazones. Hein, donc, c'est moins drôle. C'est moins drôle pour lui. Et là, perdre deux blitzers alpha noir dès la J2, ça peut vous retourner la saison. C'est horrible. Horrible. Faut pas jouer contre Marteau ou l'UX. Faut pas jouer contre eux. Ou pas comme ça, en tout cas. Alors, autre match, c'était aussi en deuxième journée. Match au sommet. Zaiko et Azroag contre Slatmordis. Elf Pro contre Nordic. Et là, 2-1, c'était un match mais vraiment âpre, vraiment très tactique. On le voit. Hein. Il a fait beaucoup de passes, Zaiko, mais il n'y avait pas énormément de sorties, ni d'un côté ni de l'autre. Ça s'est vraiment neutralisé, j'imagine. Ça a été hyper stratégique, hyper touchy comme match. Finalement, c'est Azroag et Slatmordis qui l'emportent. 2-1. Et quand on sait le résultat de la 5e journée entre Azroag Slad contre l'autre compétiteur Union Elfique, à savoir Ashram, on sait déjà que Ashram a gagné ce match-là. On voit quand même
la différence, vraiment deux chemins, deux destins différents entre joueurs elfes du même niveau, Zaiko et Ashram. Là où il y en a un qui perf pas possible, l'autre qui est au fond du trou, Zaiko, hein, bien sûr. Ça se joue beaucoup au dé ce jeu, hein. C'est con à dire, mais oui, au bout d'un moment, faut faire des 6. Zaiko, il a du mal cette saison, alors que là, visiblement, Ashram, il y arrive très bien. On en parlera dans une autre vidéo, hein. Mais bon, ça c'était un match vraiment à voir. Je pense que c'était hyper stratégique. S'il y a eu des spectateurs, je pense qu'ils ont appris pas mal sur la manière de jouer à Blood Bowl. Alors un autre match, on passe à la journée 3. Je voulais en parler aussi. SSB, vainqueur de la Lutèce il y a quelques saisons, qui maîtrise à fond les hauts elfes. Et je voulais montrer ce match-là parce que j'avais parlé dans une vidéo précédente. Archibald, je l'avais mis en tant que ma petite pépite. Alors je connais pas du tout, mais je me suis dit attention, le joueur Skaven, il montre en début de saison de belles promesses. Et vous voyez, voilà, il perf, il confirme son statut de rookie très talentueux avec beaucoup de potentiel en battant le vieux champion de belle manière parce que là c'est pareil, match hyper stratégique avec très peu de sorties, ça a dû être un jeu hyper stratégique, hyper tactique, hein, avec beaucoup, j'imagine, de déplacements, de cages, d'essuie-glace gauche-droite, de changement de côté, d'un côté comme de l'autre. Je ne sais même pas s'il y a eu un one-turn de marqué, peut-être, j'en sais rien, peut-être Archibald pourra nous en parler, mais vraiment magnifique match, magnifique dans la stratégie employée, et puis Archibald qui confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Donc continue comme ça, Archie, je crois en toi, je l'ai dit en début de saison, je crois en toi. Et comme ça, tu me donneras raison. Et comme ça, voilà, j'aurai des raisons pour me la péter et gosser un peu. Et puis enfin, oui et non, mais Fracas qui gagne son match. 3-2, et de belle manière, mais quel match de folie. 5 touchdowns, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des matchs qui ont compensé les nombreux 0-0, en voilà un, mais magnifique contre Gerald Palace, l'imposteur, hein, la copie parfaite de Gerard Wallace. Gerard Palace, qui est un vrai joueur, hein, je répète, c'est un vrai joueur, ce n'est pas Scarabée qui s'est déguisé, ça reste un vrai joueur, Gerard Palace, 3-2, elfe contre humain, ça donne souvent des matchs comme ça, assez débridés, assez foufou, ça a dû jouer dans tous les sens, ça a dû contrer, il y a combien de passes, 4 passes chez les humains, 2 chez les elfes pro, l'Union Elfique. Non, magnifique. Alors, pas beaucoup de sorties, pas de fautes. Une sortie de chaque côté. Donc, voilà, ça a dû être un match très aérien, avec de l'esquive de partout, de l'accrochage, un petit peu de bagarre. Non, très, très, certainement très plaisant à suivre. 3-2, bravo les gars, bravo. Vous faites le spectacle, vous avez assuré le spectacle à la Lutèce, bravo, chapeau, on veut voir ça. Surtout Fracas, félicitations, bravo, je tire mon chapeau, chapeau champion. C'est ton premier 3-2, mais je crois bien que tu en as fait un deuxième plus tard. Vraiment, bravo Fracas. Ça y est, t'as changé d'optique de jeu, t'as changé de stratégie, et je vois que c'est fini les matchs avec des passes qui se font contrer contre du nain du chaos. C'est fini ça. C'est au revoir les slans. Là, on revient aux choses sérieuses. Union Elfique, et ça cartonne. Bravo. Enfin, il faut en parler. La déchéance, la débâcle. Qu'est-ce qui se passe avec notre président? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il là, Bodmilka? 2-0 dans la tranche, il n'y a pas eu match contre un petit nouveau, parce que Mister Odin, ça reste quand même un petit nouveau, c'est sa vraie première saison à la Lutèce. L'année dernière, on se rappelle, il a remplacé un coach, et donc c'est sa vraie première saison à la Lutèce. Bon, Monsieur Odin, il ne pouvait jouer que Norsk, hein, évidemment. 2-0, il n'y a pas eu match, il a défoncé, il a dégommé les nains du chaos, mais bien comme il faut. Et Bodmilka, mais horrible. Il est pour l'instant à 1 point en 3 matchs, jusqu'à la J3, 1 point en 3 matchs. La déchéance, la débâcle, mais c'est moche, c'est sale, c'est horrible. C'est horrible pour notre président.
Alors, est-ce qu'il le fait exprès? Je sais pas, je sais pas. Non, 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 évidemment que non. Je pense que les dés sont pas là. Le roster doit pas lui plaire avec la refonte, avec les cracheurs de feu là. Il doit pas trop aimer ça. Et finalement, c'est le seul qui a pris nain du chaos, qui a osé prendre les nains du chaos. Et c'est pas glop. Est-ce que l'année prochaine, du coup, il y aura du nain du chaos? Je sais pas. Je sais pas parce qu'en tout cas, là, comme ça, en suivant les résultats de Bud Milka, franchement, ça donne pas envie. Hein. Ça donne pas envie de les jouer, c'est clair. Bon, bah voilà, vous voyez, il y a eu énormément de matchs très plaisants à suivre. Et puis les destins, comme je disais, il y a des destins qui commencent à se montrer, à se dessiner avec des destins croisés. Hein. Je repense encore une fois au défi. Au défi de l'Union Elfique, Ashram contre Zaiko, deux joueurs de l'équipe de France qui se sont dit tiens, on va prendre l'Union Elfique et on va voir ce qu'on vaut en Union Elfique à la Lutèce. Bah voilà, destin croisé. Et puis d'autres à l'instar de Bud Milka, les déchéances, les déceptions totales, là où d'autres performent, les Monsieur Odin, les Archibald performent, alors qu'on les y attendait peut-être pas à ce niveau-là. Et ben bravo les gars, chapeau les champions, les petits nouveaux, chapeau, bravo. Mais bon, tout ça m'amène à une chose, c'est que il y a eu des touchdowns, mais il y a surtout eu beaucoup, comme je disais au début de la vidéo, beaucoup d'agressions, beaucoup de bagarres, et donc la transition de malade. Regardons le meilleur chasseur. Regardons la violence dans le sang et les tripes. Alors, premier constat, on fait beaucoup moins dans la violence cette saison que l'année dernière. L'année dernière, alors même qu'on était deux coachs de moi, et on faisait des meilleures moyennes. Là, on est, vous voyez, sur les journées 2, 1, 2 et 3, on est autour de 800 000. Un peu plus, un peu moins. Ouais, peut-être 850 000 de joueurs sortis, éliminés, mis à la retraite ou au cimetière, au total, par journée. L'année dernière, on tournait autour du million. On est 950 000 à 1 million. Donc, on fait moins. Alors, oui, ok. Il y avait plus de minus l'année dernière. Alors, les minus, ça apporte pas beaucoup de points, mais beaucoup de minus éliminés, finalement, ça gonfle la cagnotte. Hein. 2 gobelins en plus, ça fait 80 000. Hein. Tout de suite, les moyennes changent, hein, évidemment. Mais vous allez voir que au final, quelques coachs s'en sortent pas si mal que ça. Le premier, alors je l'ai dit, les premiers, c'est Martinier Luix, évidemment, 240 000 points déjà, avec les deux blitzers de Lust. C'est pour ça que j'en parlais aussi. C'est parce que je voulais faire le lien avec le meilleur chasseur. Et ouais, les gars, c'est préparé ces émissions, tout est préparé. Rien n'est fait dans le hasard, tout est calculé au centième près, à la centième de seconde près. Ouais, non, c'est ça le professionnalisme, c'est ça l'after Lutèce, c'est professionnel, ok, hein, c'est pas les Twitch de petits parvenus qui jouent au Blood Bowl, hein, que personne regarde. Non, la Lutèce, c'est vraiment préparé, c'est travaillé, c'est tout. Mais le journalisme, c'est un vrai métier, je suis désolé. Voilà, journalisme, c'est un métier, hein, ça s'improvise pas, journalisme, tout simplement. Et puis, il faut avoir le talent et le charisme, hein, n'est-ce pas? Non, je déconne. Quoique. Bon, bref, Martoni et Luix qui cartonnent tout en début de saison. Alors, je rappelle encore une fois que rien n'est fait. Alors, on se rappelle du départ, mais stratosphérique de Chouf l'année dernière. Il était à plus de 300 000 à la J3. Il était à 550 000 à la J5 de points de joueurs éliminés. Et il s'est arrêté là. Il s'était arrêté là, J5, il n'a plus rien fait depuis. On ne sait pas. Et du coup, c'était la blatte qui lui est passée devant à la toute dernière minute avec un vampire compé dégommé bien comme ils font en J15. Donc vous voyez, le prix du meilleur chasseur peut vraiment changer d'un instant à l'autre. Aujourd'hui, en tout cas, les premiers, c'est Martoni et Luix. Bravo en tout cas. Magnifique ce match-là avec 2 blitzers elfes dégommés. Mais c'était beau. C'était beau à voir. Ça me donne presque envie de chialer, vraiment. Alors, Akhtar, on l'a dit, hein, avec toutes ces sorties faites, forcément, il devait figurer aussi dans ce classement. Mais vous voyez, il y a déjà 50 000 points d'écart entre Akhtar et Martoni et Luix. Lui, il a quand même sorti
aussi un vampire ici. Hein. Alors, je sais pas de qui c'est le vampire. Ah, c'est un esclave. C'est un esclave, pardon. Alors, qu'est-ce qui lui a donné beaucoup de... Ah, bah, c'est le Blitzer ici. Le Blitzer de Funny, de Hoon et Funny Valentine. 100 000 points, hein, c'est ça. Hein, ouais, c'est ça. Hein, c'est bien ça. Hop, ouais, c'est ça. C'était bien un blitzer en J1, un blitzer de Hoon et Funny Valentine, dégommé. Fatal Picard, hein, c'était fatal pour lui. Oui, je vous ai dit, c'est préparé. Qu'est-ce que vous voulez? C'est préparé, c'est tout. Voilà. En troisième place, encore des orques, Melfios et Madame. Alors, qu'est-ce que nous avons ici d'intéressant? Je vois une petite... Ah bah oui, la Valkyrie de Exelotti, mais évidemment, 180 000 points. Il est finalement à 10 000 points seulement. Ils sont à 10 000 points d'écart avec les orques de Actar. Et puis aussi, ah bah oui, le lanceur Skaven de Bosque, des bas-fonds de Bosque. Oui, ça... Alors, le Melfios et Madame Melfios, ils font vraiment... dans la dentelle, dans le haut de gamme, dans le prêt-à-porter de luxe. Hein. Lui, il bute pas des esclaves, il tue pas des esclaves ou des gobs ou des trois quarts humains ou elfes. Non, eux, ils visent le positionnel. Hein. La petite Valkyrie, le petit lanceur, les joueurs clés, quoi. Des petites touches, vous voyez, c'est... Tiens, t'as un danseur de guerre. Tiens, si je l'agressais, tiens. Ah, mort, voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Bravo. On voit que monsieur et madame aiment le luxe. Hein. Les sacs à main Gucci, les polos Balenciaga, un petit lanceur Skaven par-ci, une petite Valkyrie par-là. C'est du même genre. Enfin, forcément, les vampires, fallait bien qu'ils figurent quelque part. Les vampires, alors c'est le doc, qui fait pourtant un début de saison moindre que Garden en termes de résultats, pourtant, il cartonne 165 points, 5000 points, pardonnez-moi. Bon, il y a déjà un petit écart entre Marteau et le quatrième, voire le cinquième, on en parlera. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Un petit Saurus, pas mal. Et en trois quarts au elfe. Mais trois quarts au elfe, compé à ce que je vois. Hein. Attention. Les Athéniens, les Artis et PJ et son pote avaient ils s'étaient pris. Alors, vous voyez, c'est là où le prix du meilleur chasseur est intéressant, c'est que ils avaient décidé de le garder alors il avait pris un moins 1 en armure en J2. Ce n'est qu'en J4 qu'ils l'ont viré quand ils ont vu qu'il a pris intrépidité. Ils se sont dit finalement on va pas le garder. Et boum. Ça fait 10 000 points de plus. Alors que s'il l'avait viré en J2, il aurait rapporté que 70 000 points, pardonnez-moi, à Odoc, grâce à cette comp tirée en J4, 80 000 points. C'est toujours ça de prix, bravo. Enfin, les ogres. Oui, les ogres, forcément. Hein, Minus, qui défonce tout, faut qu'il soit là aussi. 155 000 points, alors là, encore... Mais rien à jouer, encore un écart avec Martoni et Luix. Alors là, encore... encore un 3 quarts au elf, de la même équipe, la RTC et PJ qui... Ah non, c'est pas la RTC PJ, ça, pardon, c'est Foon. C'est pas le même icône, mais je suis bête. C'est Foon, c'est un 3 quarts de Foon, donc on est Funny Valentine. Puis là, on a un Blitzer, le Blitzer de qui, ça Diomède, c'est le Blitzer de qui de Manu. Ah oui, c'est ça. Alors, je ne connais pas encore par cœur, les équipes. Donc, les Achéens, c'est Manu, effectivement. Oh, on a les Achéens, on a l'équipe des Athéniens, les Achéens. Franchement, les mecs, vous auriez pu faire un peu d'effort, quoi. C'est Grèce antique, il manque les Argonautes et les Sirènes. Franchement, et les Troyens, quoi. Et les Spartiates, ils sont où les Spartiates? Pourquoi il n'y a pas? Les gars, c'est quoi? On s'est dit, le mec, vous vous êtes dit, cette année, c'est thème Grèce antique. L'année prochaine, ce sera quoi? Les Romains? C'est quoi le truc? Il faut m'expliquer. Enfin, bref. Pas mal, 85 000 points du coup, un humain blitzer, ça fait 155 000 pour les ogres les gros cons d'Imperator Day. Imp, il aime bien faire, vous savez, les noms d'équipe, c'est très recherché, c'est toujours avec toute la classe et la délicatesse qui le définissent si bien. Hein. On sait tous très bien que classe et délicatesse, c'est Imp, on le sait tous, évidemment. Les gros cons, du coup.
Alors, du côté de ceux qui sont pris le plus dans la tronche, alors on en parlait, hein, on en a parlé, bah là c'est Laertis et PJ, 260, j'ai du mal à le dire, 270 000 points déjà de joueurs de perdus. Alors on n'est pas dans les pires, hein. Je vous rappelle qu'à cette période de la saison, il y en avait qui avaient déjà perdu pour 400 000 points de joueurs, hein. Je pense à un Bud Milka, je pense notamment aussi à l'année dernière, Liquid et Squeeze. Ils avaient perdu énormément de points, mais 270 000 c'est quand même un beau score. Honnêtement c'est un très beau score. Donc là on sait qu'il y avait un blitzer, il y a quoi d'autre, un receveur, un blitzer pas mal, 3 quarts elf donc compé, et un blitzer. Un blitzer, un receveur en 3 quarts compé. Bon, c'est une saison hein, qui... Voilà, on sait tous comment ça va finir. Hein, 270 000 points de perdus en 3 journées. Voilà, on se dit, bon, bah, c'est une saison à oublier. Hein, c'est une saison où on fera pas grand-chose hein, avec les OELF, Laertis et PJ, malheureusement. Alors, étrangement, il y a les Norse ici, c'est Courchevel. Bah ouais, Courchevel, c'est celui qui a le joueur perdu, qui coûtait le plus de points. C'était alors non, c'est pas lui. Lui, il a perdu un Ulf. Ah si, il a perdu... Ah, les 2 Ulfs, c'est ça. Pardonnez-moi. Il a perdu les 2 Ulfs. Un non compé ici contre des Amazones et un compé contre Biboun. Alors, c'est le joueur le plus cher pour l'instant. Il n'y a pas encore eu de Big 1... de Big Guy, pardonnez-moi, d'éliminer définitivement. Mais donc, c'est Biboun pour l'instant qui a le trophée du joueur le plus cher chassé. C'est ce Ulf Werner Compé. Alors là, c'est pareil, Courchevel, contre Biboun, il perd moins en armure. Il se dit, tiens, je vais tirer une compo au hasard, on verra. Bon, clé de bras, je garde pas. Hein. Hop, ça fait un Ulf Werner à 115 000 pour Biboun. Mais donc, du coup... 2 Ulf Werner perdus en 3 journées, pareil, c'est une saison pour Courchevel qui va être compliquée. Hein. Déjà qu'il joue avec les stars, donc très peu de positionnel. Si en plus il perd les 2 Ulf Werner, à mon avis, c'est combien sa valeur de team du coup? Ah, il les a rachetés. Bah oui, il avait plein de sous, forcément. Il avait plein de sous, il les a rachetés, mais du coup, c'est pas des mecs qui comptent, quoi que celui-là est déjà 4 XP. Ah bah oui, JPV. Ouais, voilà, la team value, hein, ça joue avec les stars, hein, du coup. Qu'est-ce qu'il nous met? Du hack flemme? Bah oui. Allons-y gaiement, quoi. Skitter ou hack flemme? Bah oui, c'est très Norse comme style de jeu. C'est vrai que Norse avec des rats, c'est tellement fluff. Tellement fluff. Je critique, oui, j'ai le droit, je critique si je veux d'ailleurs. Bon, au moins le nom de l'équipe est cool. Alors, qui c'est qu'on a d'autre? Bah, les Kagou, forcément, Lust for Blood, là, avec les deux blitzers de perdu contre Martoni, 200 000 points, évidemment. Enfin, c'est pareil, c'est une saison, à mon avis, qui va être déjà compliquée. Et puis des elfs. Donc, 1, 2, 3, 4 elfes dans les 5 premières places des joueurs qui ont le plus perdu de joueurs, de coachs qui ont le plus perdu de joueurs sur les 3 premières journées, et dont 3 elfes. Bon, vous savez ce qu'il vous reste là à faire, hein, les elfes? Peut-être changer de stratégie de jeu, je sais pas, moi je dis ça, je dis rien, peut-être. Hein. Vous dites, ouais, les armures ça tient, c'est des elfes, bah, ça tient, la preuve, hein, ça tient bien. Hein. Donc, nous avons donc Foon, ils ont perdu 170 000 points, alors effectivement, il y a un blitzer et donc un 3 quarts contre les gros cons et contre Akhtar, les gros cons d'Imp. Et Taelas, alors lui, il a perdu 2 joueurs. Alors, 140 000 points, ça doit être 2-3 quarts face. Alors, ça, je reconnais le logo, c'est, à mon avis, c'est les Bun and Roses, c'est Mike Brandt. C'est notre chanteur préféré à la voix suave. Chanteur caviste d'ailleurs, je rappelle. Ouais, c'est ça, Mike Brandt. 1-0 en plus, il lui a mis. Et deux elfes, 3 quarts elfes, un mort et un mis à la retraite. Bon, bah voilà, c'est tout. 140 000 points de perdu déjà. Donc, enseignement, les elfes, même les elfes, c'est fragile. Hein, donc, on y pense. Bon, c'est déjà une vidéo que je voulais plus courte et qui finalement est plutôt longue. Eh bien, moi je vous dis à la revoyeur, à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit dans une très prochaine vidéo. Si, dans une prochaine vidéo, J4,
On va analyser la J4, la J5. On va faire un mix des 2 journées. On va les comparer du coup à cette vidéo-là, donc à la J2, J3. On va voir si on a step up ou pas en termes de touchdown, de sortie, de toutes les stats. Et puis après, je ferai une vidéo globale sur le résumé du premier tiers avec, évidemment, on analysera les perfs de chacun des coachs. 58 coachs. Il y a du boulot. Allez, à très bientôt les gars. À très vite. N'oubliez pas qu'il y a la Lutèce Online. N'oubliez pas aussi, j'en ai pas parlé, Martoni, malheureusement, qui nous représentait à la World Cup Online, qui représentait la Lutèce à la World Cup Online. Il se fait éliminer pour 1 point dans sa poule. Il a gagné son dernier match, là où les deux, qui étaient les 2 premiers, ils avaient chacun besoin d'un match nul pour se qualifier. Ils se sont neutralisés 0-0. Le match s'est joué en même temps, donc on ne peut pas dire vraiment qu'il y a eu collusion, mais bon, c'est un peu triste. Si vous voyez en plus le match des 2 coachs, ils se sont vraiment neutralisés. Après, on peut le comprendre, aucun des deux ne voulait faire d'action dangereuse pour pas perdre ses chances de gagner, là où Marteau a dégommé son adversaire. Et malheureusement, ça veut bien vouloir dire que l'année prochaine, alors pour la World Cup, on sera obligé de passer, nous, la Lutèce, pas passer par les barrages. Mais tant pis, on est les Lutétiens, on est forts, on s'en fiche. Et puis en vrai, c'est le jeu plateau qui compte. Allez les gars, à très bientôt. Les gars et les filles, évidemment. À très bientôt. Et je vous embrasse tous. Et vive la Lutèce. Ciao, bonsoir. Ciao tout le monde, salut, ciao.